Et si la clé d'une vie plus simple, plus sereine, se trouvait en fait dans quelque chose de difficile? Ça a l'air paradoxal, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Monnaie forte, vie facile. Oui, je sais, l'idée a l'air complètement contre-intuitive. D'habitude, on se dit que facile rime avec simple. Mais et si pour l'argent, c'était tout le contraire? Accrochez-vous bien, parce qu'on va plonger là-dedans et voir pourquoi. Au fond, tout part d'une question vraiment fondamentale, une question que tout le monde se pose: comment on fait pour protéger la valeur de notre travail? Comment s'assurer que l'argent qu'on met de côté, celui pour lequel on a trimé, ne s'évapore pas avec le temps? Voilà, et c'est là qu'on tombe dans le piège, parce que l'outil qu'on utilise par défaut pour épargner, c'est la monnaie de tous les jours. Et cette monnaie, elle a un défaut, un énorme défaut de conception. Pensez à votre épargne comme à un seau que vous essayez de remplir d'eau, goutte après goutte. Le problème, c'est qu'avec la monnaie fiduciaire, celle des gouvernements, c'est comme si quelqu'un venait constamment percer des petits trous au fond du seau. Pourquoi? Parce qu'on peut en créer à l'infini. Et plus on en crée, plus la valeur de chaque goutte diminue. Votre seau fuit en permanence. Alors que fait-on quand le seau fuit? On cherche un autre récipient, non? C'est pour ça que les gens se ruent sur l'immobilier, les actions, l'or. D'un coup, un appartement n'est plus juste un endroit où vivre, ça devient une forteresse pour protéger son argent. Et c'est ça ce qu'on appelle la prime monétaire. C'est le surplus qu'on est prêt à payer pour un actif, pas pour son utilité, mais juste parce qu'on espère qu'il gardera sa valeur. Ok, donc, comment on sort de ce cercle vicieux? Eh bien, la réponse tient en un concept qui est à la fois simple et incroyablement puissant. La force de la monnaie. Alors, une monnaie forte, qu'est-ce que c'est? C'est très simple en fait. C'est une monnaie qui est difficile à produire. Pensez à la différence entre un robinet d'où l'eau coule sans fin et une source de montagne qu'il faut aller chercher avec effort, litre par litre. La rareté et la difficulté, voilà la clé. Comparons un peu pour voir. Le dollar, hop, une décision, quelques clics, et il est créé. C'est presque magique. L'or, là, c'est une autre histoire. Il faut des mines, des machines, de l'énergie. Il faut littéralement le sortir de terre. Et le Bitcoin, c'est une sorte de mine numérique, une compétition mondiale d'ordinateurs qui demande une puissance de calcul et une énergie folle. On voit tout de suite que le niveau de difficulté n'a rien à voir. Et attention, ça ce n'est pas juste une théorie abstraite, c'est la réalité. Écoutez bien ce que dit l'homme qui est aux commandes, Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine. Il le dit lui-même: nous avons la capacité de créer de la monnaie numériquement. C'est dit, noir sur blanc. Quand on a ce pouvoir, la tentation de l'utiliser est, disons, très forte. Et visuellement, ça donne ça. Ces trois courbes, elles racontent trois histoires radicalement différentes. La première, celle du dollar, une courbe qui monte, potentiellement à l'infini. C'est l'histoire de l'abondance. La deuxième, l'or, ça monte aussi, mais plus lentement, c'est l'histoire de la rareté relative. Et puis il y a la troisième, celle du Bitcoin, qui s'aplatit jusqu'à devenir totalement horizontale. C'est l'histoire d'une rareté absolue, fixée une fois pour toutes. Maintenant, la question c'est, dans quelle histoire voulez-vous placer votre épargne? Bon, et alors, quelles sont les conséquences de tout ça dans le monde réel? Eh bien, dans cette compétition des monnaies, c'est un peu un jeu où le gagnant rafle toute la mise. Et choisir le mauvais camp, ça peut faire très très mal au portefeuille. Prenons l'or par exemple, le champion historique, la valeur refuge par excellence depuis des millénaires. Eh bien, face à Bitcoin, il a été tout simplement détruit. La comparaison est presque cruelle. Le métal a été éclipsé par le code. Ok, on pourrait me dire, et les actions alors? Le S&P 500, c'est le moteur de l'innovation. Et c'est vrai, sauf que, même lui, le fleuron de l'économie mondiale, a été littéralement pulvérisé en comparaison. On ne parle même pas de la même échelle de performance. Et pour finir, allons voir du côté de ce qu'on présente comme le plus sûr des placements, les obligations d'État. Le risque zéro, paraît-il. Résultat, détruit, là aussi. Le pouvoir d'achat s'est fait grignoter. La leçon, elle est brutale mais claire. Dans ce monde, il ne suffit pas de trouver une bonne réserve de valeur. Le marché finit toujours par converger vers la meilleure. Mais tout ça, ce ne sont pas que des chiffres sur un écran. La nature de notre monnaie a un impact profond sur la société, sur notre façon de penser le temps, la valeur, et sur notre rapport à l'innovation, cette force incroyable qui façonne notre monde. Ça nous amène à un concept clé, la préférence temporelle. En gros, c'est est-ce qu'on préfère une satisfaction immédiate ou une récompense plus grande dans le futur? Une monnaie qui perd de sa valeur nous pousse à tout dépenser tout de suite. Pourquoi attendre? Alors qu'une monnaie forte, qui prend de la valeur, nous incite à épargner, à investir, à construire pour le long terme. Et c'est là qu'intervient l'innovation. Regardez cet exemple fascinant sur la lumière. En 1880, une minute de travail permettait de s'éclairer pendant 4 minutes. En 1950, cette même minute de travail offrait 7 heures de lumière.
C'est ça la magie de la technologie. Elle rend tout moins cher, plus accessible. C'est une force déflationniste naturelle. Le problème, c'est que l'inflation monétaire, elle, pousse les prix dans le sens inverse. C'est un véritable tir à la corde entre le progrès et la dévaluation. On arrive maintenant à la dernière pièce maîtresse du puzzle. C'est une force économique aussi fondamentale que la loi de la gravité en physique, l'effet de réseau. Et c'est ça qui explique pourquoi, dans certains domaines, il ne peut y avoir qu'un seul grand gagnant. C'est très simple à comprendre. Si 2 personnes ont un téléphone, il n'y a qu'une seule connexion possible. Si on en ajoute une 3e, on passe à 3 connexions. Une 4e, 6 connexions. Vous voyez ? La valeur du réseau ne s'additionne pas, elle se multiplie. Chaque nouvelle personne qui rejoint le réseau le rend exponentiellement plus puissant pour tout le monde. Et pour certaines choses, comme le langage, les protocoles Internet ou la monnaie, il ne peut pas y avoir de deuxième place. Second best n'est pas une option. Imaginez un monde où la moitié des gens utilisent un type de prise électrique et l'autre moitié un autre. C'est le chaos. Au final, un seul standard s'impose. Pour la monnaie, c'est la même logique. Et c'est là que l'innovation de Bitcoin est absolument unique. Pensez-y, quasiment toutes les innovations technologiques de ces dernières décennies ont eu pour but de rendre le rare abondant. L'information, la musique, les films, tout est devenu copiable à l'infini. Bitcoin a fait l'exact opposé. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a réussi à créer quelque chose de rare, de fini, dans un monde, le monde numérique, qui par nature est celui de l'abondance infinie. Alors, pour résumer, on se retrouve face à 2 systèmes. D'un côté, une monnaie infinie qui nous force à une course sans fin pour trouver des biens rares pour nous protéger. De l'autre, les biens les plus forts qui finissent par être utilisés comme monnaie et dont les détenteurs protègent farouchement la rareté. Un système basé sur une monnaie finie, lui, change complètement la donne. Pour l'obtenir, il n'y a pas d'autre choix que de créer de la valeur pour les autres. On boucle la boucle et on revient à notre phrase du début. Monnaie facile, vie difficile. C'est la course permanente contre l'inflation, le stress de voir son épargne fondre. Et de l'autre côté, monnaie forte, vie facile. Facile non pas parce qu'elle est facile à obtenir, au contraire, mais parce qu'une fois qu'on l'a, elle nous libère. Elle nous donne la liberté de penser au futur, de construire, sans avoir cette épée de Damoclès de la dévaluation au-dessus de la tête. Au final, la monnaie n'est qu'un outil pour stocker notre bien le plus précieux, notre temps. La question est donc simple. Si on a le choix de l'outil, lequel choisir ? Dans quel système placer le fruit de son travail, de son énergie, de ses espoirs pour l'avenir ? C'est une question à laquelle chacun doit répondre. Merci d'avoir été à l'écoute.